We start tonight with a consequential ruling from the Supreme Court in the birthright citizenship case. The court handing Donald Trump a major win, restricting the ability of lower courts to block his executive orders nationwide, specifically his ban on birthright citizenship, which has been stopped by every federal judge who encountered it. Said more plainly by these outlets, including the Wall Street Journal, this now limits the power of judges to stop Trump. Certaines décisions ne modifient pas seulement des cas spécifiques, elles redéfinissent les limites opérationnelles du système judiciaire lui-même. Jeudi soir, peu avant 23 heures, heure de Washington, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision d'urgence, approuvée par 6 voix contre 3, suspendant les effets d'une injonction fédérale qui bloquait jusqu'alors les lois étatiques récemment adoptées dans le domaine de l'immigration. L'avis a été publié par le biais du Shadow Docket, un mécanisme utilisé lorsque la Cour délibère sans audience publique ni plaidoirie. Ce type d'instrument est de plus en plus présent dans le fonctionnement de la Cour, en particulier lorsque la majorité estime qu'il n'y a pas lieu d'attendre la procédure conventionnelle. Dans le cas présent, le cœur du litige était une norme sanctionnée par l'État du Texas, qui prévoyait des mesures supplémentaires de contrôle migratoire dans les zones frontalières. La loi avait été contestée par des organisations de défense des droits civils, au motif qu'elle attribuait aux autorités étatiques des fonctions typiquement fédérales. L'injonction qui l'empêchait a été révoquée sommairement par la Cour suprême, modifiant immédiatement la dynamique du litige et ouvrant la voie à des réinterprétations plus larges de la portée des décisions conservatoires en matière constitutionnelle. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Quelques heures après la publication de l'ordonnance, le procureur général du Texas a annoncé l'entrée en vigueur immédiate de la loi, enjoignant les services locaux à reprendre les actions précédemment suspendues. Parallèlement, le ministère de la Justice a commencé à examiner d'autres mesures conservatoires en vigueur, qui pourraient être affectées par ce nouveau précédent. En coulisses, différents bureaux du procureur général des États ont évalué la possibilité de réexaminer des affaires similaires dans des domaines allant des restrictions environnementales aux réglementations électorales. Il n'y a pas eu d'annonce officielle de la part de la Maison-Blanche, mais des sources proches du service juridique de l'exécutif ont confirmé la convocation d'une réunion extraordinaire avec les agences fédérales afin de réévaluer l'impact de la décision sur les litiges en cours. Selon l'interprétation dominante parmi les analystes constitutionnels, cette décision marque un tournant dans la compréhension de ce qui constitue la légitimité procédurale pour les décisions ayant des effets nationaux. La pratique jusqu'alors consolidée, consistant à émettre des injonctions dont la portée dépasse les parties directement concernées, a été remise en question par une interprétation plus stricte de la fonction juridictionnelle. Ce changement d'interprétation est important, car il touche directement un ensemble de décisions prises au cours des 2 dernières décennies, dans lesquelles des juges de district ont agi pour suspendre des mesures fédérales ou étatiques au nom de principes constitutionnels généraux. Désormais, la nouvelle interprétation indique que ces décisions doivent être limitées à des cas et à des parties spécifiques, ce qui, dans la pratique, affaiblit la capacité des tribunaux inférieurs à empêcher l'application de lois jugées potentiellement inconstitutionnelles jusqu'à ce que le fond soit définitivement jugé. La conséquence immédiate est la fragmentation de la protection juridique, avec des scénarios possibles dans lesquels une même norme sera appliquée dans un État et bloquée dans un autre, selon les auteurs de l'action et le lieu où elle a été déposée. Ce changement d'orientation a également un impact sur la manière dont les organisations juridiques structurent leur stratégie, les obligeant à repenser leur action dans plusieurs juridictions à la fois, au lieu de concentrer leurs efforts sur les forums les plus susceptibles de rendre des décisions générales. La décision de la Cour suprême n'a pas seulement annulé une injonction, elle a redessiné les contours de l'action judiciaire dans le pays. Cela survient à un moment où plusieurs litiges très sensibles sur le plan institutionnel sont en attente d'examen par les tribunaux fédéraux.
notamment des questions liées au contrôle des armes à feu, à la réglementation numérique, à la couverture santé et à la politique environnementale. Selon la manière dont les tribunaux inférieurs interpréteront la nouvelle position de la Cour suprême, il pourrait y avoir un effet domino avec le démantèlement progressif d'autres injonctions similaires. Pour les parties impliquées dans des litiges de ce type, l'effet pratique est immédiat. Les règles qui étaient suspendues redeviennent applicables, même si le jugement final est encore loin. Ce renversement de la logique préventive transforme le paysage juridique de manière structurelle, en repositionnant le centre de gravité entre les tribunaux de différentes instances. C'est pourquoi suivre attentivement le déroulement de ces événements n'est pas seulement une question de compréhension du cas lui-même, mais aussi de perception de la manière dont le fonctionnement du système est en train d'être redessiné, pièce, par des décisions qui semblent techniques, mais qui reconfigurent profondément les règles institutionnelles. À partir de là, ce qui était initialement une simple dispute technique sur des injonctions préliminaires a commencé à se propager à plusieurs niveaux du système. Dans les jours qui ont suivi la décision d'urgence de la Cour suprême, les cours d'appel de 4 circuits fédéraux distincts ont commencé à réexaminer le bien-fondé des injonctions préliminaires en vigueur, en particulier celles qui bloquaient les lois étatiques ou les décrets fédéraux. Le 11e circuit, qui a compétence sur des États tels que la Floride et la Géorgie, a été l'un des premiers à émettre des demandes de commentaires supplémentaires aux parties, leur demandant d'indiquer comment la nouvelle interprétation de la Cour suprême affecterait le traitement des affaires. Parallèlement, la 2e Cour d'appel, dont le siège est à New York, a demandé à ses juges de soumettre à la présidence de la Cour toute décision future susceptible d'avoir des effets extra-juridictionnels, signalant ainsi une tentative de contention institutionnelle face à l'insécurité interprétative qui s'est installée. C'est dans ce contexte que les services juridiques de différentes agences fédérales ont adopté une attitude de prudence maximale dans le traitement des décisions préliminaires. À l'Agence de protection de l'environnement, par exemple, des mémorandums internes ont ordonné la suspension des directives fondées sur des ordonnances qui n'avaient pas encore été révisées à la lumière de la décision de la Cour suprême. Au ministère de l'Éducation, des analystes juridiques ont entamé la réévaluation des mesures conservatoires qui protégeaient les directives relatives à l'inclusion des élèves transgenres dans les écoles publiques, tandis que le ministère de la Santé débattait en interne de la possibilité de continuer à appliquer certaines normes de couverture obligatoires imposées aux assureurs privés. Ce qui unit tous ces mouvements, c'est l'incertitude juridique causée par un nouveau critère décisionnel qui, bien qu'il ne soit pas encore ancré dans une jurisprudence uniforme, commence déjà à restructurer la manière dont on comprend la portée des ordonnances judiciaires. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le secteur privé a également réagi avec une rapidité inhabituelle. Des associations professionnelles nationales, telles que la Chambre de commerce des États-Unis, ont envoyé des alertes à leurs membres sur le risque de devoir opérer avec des normes réglementaires différentes dans différents États si les injonctions fédérales qui garantissent actuellement l'uniformité étaient invalidées ou réduites dans leur portée. Les entreprises des secteurs pharmaceutiques, technologiques et des assurances ont rédigé des communications internes demandant à leurs services de conformité de recenser les districts fédéraux auxquels chaque partie de leur activité est soumise, en anticipant des scénarios dans lesquels les règles en matière de confidentialité des données, les obligations environnementales ou les normes de prescription de médicaments pourraient ne plus s'appliquer qu'au niveau local. Dans les secteurs fortement réglementés, tels que l'aviation civile et l'énergie, des inquiétudes ont été exprimées quant à la possibilité que les agences fédérales se voient empêchées d'appliquer les normes techniques de manière uniforme si les injonctions préexistantes sont affaiblies. La coordination institutionnelle, en réponse à ce nouveau scénario, ne s'est pas limitée au pouvoir judiciaire et au pouvoir exécutif. Au Congrès, les commissions de contrôle juridique et constitutionnel ont commencé à recevoir des demandes d'audience de la part d'associations de juges et d'entités civiles préoccupées par l'absence de directives claires pour les tribunaux inférieurs.
un groupe bipartite de la Chambre des représentants a entamé des consultations techniques afin d'évaluer la faisabilité d'un projet de loi établissant des paramètres plus précis pour l'application de mesures conservatoires ayant des effets interjuridictionnels. Bien qu'aucun consensus n'ait encore été trouvé, ces initiatives montrent que la décision de la Cour suprême a relancé un vieux débat. Jusqu'où va le pouvoir d'un juge fédéral lorsqu'il décide de suspendre une norme qui dépasse le cadre de l'affaire ? Historiquement, ce débat s'alimente des moments où le pays a été confronté à des impasses politiques importantes. Pendant le mouvement des droits civiques, par exemple, c'est précisément grâce à des injonctions de grande envergure que la justice a réussi à mettre un terme à des actions discriminatoires qui, bien que localisées, se reproduisaient systématiquement dans différentes parties du pays. La légitimité de ces instruments a été soutenue pendant des décennies par une interprétation fonctionnelle de la Constitution, selon laquelle les tribunaux avaient non seulement le droit, mais aussi le devoir d'empêcher la violation à grande échelle des droits fondamentaux. La nouvelle décision de la Cour suprême rompt avec cette tradition, en rappelant par le biais de votes concurrents que l'article 3 de la Constitution limite le pouvoir judiciaire au règlement des litiges entre des parties spécifiques. Cette vision, bien que fondée sur des principes textuels, ignore le rôle joué par les mesures conservatoires de grande envergure dans les contextes d'urgence sociale. La tension entre ces deux interprétations du rôle du pouvoir judiciaire se manifeste désormais dans les décisions opérationnelles. Les tribunaux de district, qui avaient l'habitude d'agir de manière proactive, ont commencé à hésiter face aux nouvelles demandes d'injonction, craignant d'être accusés de dépasser les limites fixées par la Cour suprême. Certaines ont commencé à rendre des décisions limitées aux plaignants nommés dans la procédure, même lorsque les allégations indiquent un impact collectif potentiel. Ce changement n'affecte pas seulement l'efficacité des actions en justice. Il modifie le concept même de protection judiciaire effective. Si l'injonction ne peut plus protéger ceux qui, bien qu'affectés, ne sont pas directement impliqués dans la procédure, quelle est la portée réelle de la juridiction constitutionnelle ? Cette question est encore loin d'avoir une réponse définitive, mais elle commence déjà à façonner la manière dont le système évolue. Face à ce type de transformation, il devient encore plus important de suivre attentivement les changements institutionnels en cours. Des analyses cohérentes et actualisées aident à comprendre non seulement ce qui a été décidé, mais aussi ce que ces décisions déclenchent dans les structures les plus profondes du système juridique. À mesure que la décision commence à produire des effets concrets, dans le quotidien des instances inférieures, le débat juridique s'intensifie dans une direction qui va au-delà de l'impact immédiat. La discussion ne porte plus uniquement sur la portée technique de la nouvelle interprétation, mais se concentre désormais sur les principes qu'elle met en tension et les conséquences institutionnelles qu'elle déclenche. Pour les juristes d'orientation textualiste, la Cour suprême n'aurait pas créé une innovation, mais seulement réaffirmé une barrière qui a toujours existé dans la conception constitutionnelle, bien qu'elle ait souvent été relativisée, celle selon laquelle le pouvoir judiciaire ne doit pas agir au-delà de la controverse spécifique soumise à son analyse. Dans cette lecture, la décision fonctionne comme un mouvement correctif, visant à contenir ce que beaucoup de ces analystes décrivent comme une expansion indue du pouvoir préventif des juges de première instance. Ils soutiennent que la multiplication des injonctions à effet national a compromis l'équilibre fédératif en permettant à des décisions isolées d'un seul magistrat d'avoir un impact direct sur les politiques publiques élaborées par des représentants élus et appliquées simultanément dans plusieurs États. À l'inverse, des chercheurs adoptant une autre approche soutiennent que la protection constitutionnelle, dans certaines situations, exige des mesures de plus grande envergure, en particulier lorsque les normes et les politiques ont un impact collectif immédiat et affectent plus fortement les groupes vulnérables. Cette divergence d'interprétation reflète un dilemme structurel du système juridique contemporain. Le conflit entre une lecture stricte du texte constitutionnel et la nécessité pratique de garantir une protection efficace face à des problèmes sociaux complexes. Les affaires concernant les droits des personnes handicapées,
L'accès aux médicaments essentiels, la reconnaissance des identités de genre et les garanties environnementales révèlent que, sans instruments capables d'avoir des effets plus larges, les décisions judiciaires peuvent s'avérer inefficaces pour la plupart de ceux qui subissent les conséquences des politiques contestées. Les organisations civiles font valoir que limiter la portée des injonctions peut, dans la pratique, augmenter le coût de l'accès à la justice et réduire l'efficacité des normes visant à la protection collective. Cette critique ne repose toutefois pas sur un rejet du principe de séparation des pouvoirs, mais sur le constat que dans plusieurs cas récents, seules des décisions judiciaires ayant des effets étendus ont permis d'empêcher des violations systémiques des droits fondamentaux avant qu'elles ne se consolident. Les registres disponibles indiquent qu'au moins 32 procédures actuellement en cours devant les tribunaux fédéraux concernent des demandes d'injonction à large portée. Parmi ces affaires figurent des litiges liés aux critères d'éligibilité aux programmes sociaux, aux restrictions au vote anticipé, aux contestations relatives à la couverture de santé publique et aux remises en cause des normes environnementales ayant un impact sur des populations entières. Selon la manière dont les magistrats et les tribunaux interpréteront et appliqueront le nouveau paramètre établi par la Cour suprême, il est possible que les mesures conservatoires soient réduites et ne s'appliquent plus qu'aux auteurs initiaux de l'action. Cela tend à générer non seulement une insécurité juridique, mais aussi le sentiment que le système est moins apte à répondre à l'ampleur des conflits sociaux contemporains. D'autre part, les défenseurs de la décision insiste sur le fait que le mouvement récent rééquilibre la structure institutionnelle en préservant le rôle délibératif du pouvoir législatif et en empêchant le pouvoir judiciaire d'exercer une fonction normative indirecte par le biais d'injonctions nationales. Dans ce contexte, une question centrale se pose. Que se passe-t-il lorsque la protection effective des droits exige une portée que la lecture la plus restrictive du texte constitutionnel n'autorise pas? Certains analystes suggèrent que la réponse pourrait venir de réformes législatives, avec la création de mécanismes spécifiques de protection collective qui réduiraient la dépendance à l'égard des injonctions nationales. D'autres estiment que la tendance actuelle indique un retrait durable du pouvoir judiciaire, qui limiterait son action au strict plan procédural, laissant des lacunes dans la protection des droits qui ne seraient peut-être pas comblées rapidement par d'autres instances. Dans ce scénario, le contentieux stratégique, pratiqué en particulier par les organisations de défense des droits civils, serait confronté à un environnement plus hostile, exigeant des actions simultanées dans plusieurs juridictions pour obtenir des effets similaires à ceux qui pouvaient auparavant être obtenus avec une seule décision préliminaire globale. Le débat devient encore plus sensible, car la nouvelle interprétation a été émise à titre d'urgence, sans les motifs détaillés habituellement associés au jugement formel. L'absence de paramètres clairs suscite des doutes parmi les magistrats des instances inférieures, en particulier lorsqu'ils traitent des demandes urgentes impliquant un risque de préjudice irréparable. Les juges qui se considéraient auparavant habilités à rendre des injonctions de portée élargie hésitent désormais, craignant des révisions sommaires, des corrections rapides par les juridictions supérieures ou des interprétations divergentes. Cette incertitude peut produire un effet de réticence prudente, dans lequel le manque de clarté limite non seulement la portée des décisions, mais aussi la volonté même du système d'agir de manière préventive. À ce jour, il n'y a pas de consensus sur la manière dont les cours d'appel vont intégrer ce nouveau cadre. Certains circuits fédéraux indiquent de leur intention de suivre immédiatement l'orientation restrictive de la Cour suprême, tandis que d'autres suggèrent qu'ils ont l'intention de maintenir, au moins temporairement, des pratiques plus larges jusqu'à ce qu'il y ait une déclaration plus claire et pleinement contraignante. Cette fragmentation interprétative peut créer une situation paradoxale. Les décisions sur la portée des injonctions, qui sont précisément le thème central du précédent, peuvent désormais varier d'un circuit à l'autre, ce qui accroît l'instabilité juridique que la décision visait à réduire. Pour certains observateurs institutionnels, cette situation représente un risque supplémentaire, car l'absence d'uniformité réduit la prévisibilité
augmente les litiges et favorise les disputes stratégiques à la recherche de juridictions plus favorables. Pour l'instant, on observe un système en cours de réorganisation, non seulement en termes juridiques, mais aussi dans la manière dont il redistribue le pouvoir et redéfinit les limites entre ses acteurs. Cette transition se déroule de manière peu transparente et rarement coordonnée. Elle se manifeste par des décisions succinctes, des ordonnances d'urgence, des réunions internes, des directives administratives et des mémorandums qui redéfinissent progressivement les contours du possible au sein de l'appareil institutionnel. La décision de la Cour suprême sur les injonctions nationales ne clôt pas un cycle. Elle ouvre un nouveau champ de controverse encore en formation, dont les effets ne pourront être compris plus clairement que dans les années à venir, à mesure que de nouvelles affaires seront jugées selon cette logique encore instable. C'est pourquoi suivre ces développements avec une attention constante n'est pas seulement un choix éditorial, c'est une façon de comprendre comment des changements juridiques apparemment techniques transforment de l'intérieur le fonctionnement des institutions en période de transition et de réajustement systémique.